Masterclass avec BDL Club Invest. Profitez d'experts qui accompagnent les plus grands investisseurs depuis plus de 20 ans avec les mêmes produits, la même rigueur et les mêmes performances. Vous aussi, vous pouvez rejoindre le club dès maintenant. BDL Club Invest. Voyez plus grand pour votre argent. Qu'est-ce que tu fais dans la gestion de la musique? Voilà. Et ingénieur du son, je dans des artistes que 137 Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien? Super. Bien. Ça a été une belle masterclass aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une des rares femmes qui est à la tête d'un géant mondial français. Et vous connaissez Sodexo, ça vous parle? Vous avez bûché un peu, vous avez bachoté un peu les métiers de Sodexo, dans quel univers on est? Restauration collective. Quand on mange dans une cantine, dans une entreprise, un hôpital, un stade ou ailleurs, souvent, il y a Sodexo qui est pas loin. Sodexo, c'est le numéro 2 mondial de la restauration collective. Chiffre d'affaires, vous avez une idée? 25 milliards, bim, un point. Combien de salariés dans le monde? Fait un paquet. 000. Combien? 412 000. 425 000, exactement. Et c'est un groupe qui a été fondé il y a plus de 60 ans, donc numéro 2 mondial. C'est un acteur français. Et elle est la présidente. Et bien justement, tiens, la voilà. Bonjour Sophie Belon. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Merci d'être là. Oui, je suis ravie. Prête pour votre masterclass? Tout à fait. Venez, je vous les présente. Sophie Belon, donc, la présidente de Sodexo, je pense qu'on peut l'applaudir. Merci à vous d'être là avec nous. Il y a ce chiffre aussi, Sodexo sert 80 millions de repas quotidiennement Ouais. dans le monde. C'est colossal. Est-ce que c'est bon? Bah oui, bien sûr, c'est bon. C'est bon, c'est bon à déguster et c'est bon pour la santé. Bon. On a des engagements forts là-dessus. Sophie Belon qui ne connaît pas vos questions, donc ça sera pour vous une surprise. Hein. Ah oui. J'espère que Mais je ça va bien se serai passer. à la évidemment. hauteur des questions. Allez, c'est donc parti pour la masterclass de Sophie Belon, la présidente de Sodexo. Allez, installez-vous, venez. Mettez-vous là. Et oui, dans la vraie vie, les étudiants et les patrons, les patronnes, notamment du CAC 40, ne se rencontrent quasiment jamais. C'est normal, chacun est à son quotidien, chacun est à sa tâche. Les étudiants, vous êtes concentrés, c'est normal, sur votre formation, sur vos diplômes. Et puis, les dirigeants des grands groupes, ils gèrent non-stop, ça prend du temps, leur multinationale. Nous, sur Public Sénat, chaque mois, on veut que les uns et les autres puissent se parler librement sur les sujets que notre jeunesse juge comme étant prioritaires. Va commencer par une photo. On a une photo de vous. On est juste après vos études. Vous êtes à New York. Oui. Parce que la solution de facilité eût été de rentrer chez Sodexo, fondée par votre père. Oui. Mais vous ne faites pas ce choix-là. Non. Vous allez donc. En quoi c'est une séquence fondatrice que d'aller à New York faire autre chose? En fait, justement, je venais de terminer mes études à l'EDEC, dans le Nord. Bon, déjà pour une Marseillaise, qui habitait Paris, mais l'EDEC, c'était pas évident, mais c'était vraiment super, j'ai adoré. Et en fait, après mes études d'école de commerce, mon père m'a dit écoute, maintenant, ça serait bien que tu viennes chez Sodexo. Pierre Belon, le fondateur. Voilà, le fondateur de Sodexo, qu'il a créé il y a 60 ans, en 1966. On fête notre 60e anniversaire cette année. Et je lui ai dit, non, en fait, tu nous as tous élevés, on est 4 enfants, en disant on ne confond pas organigramme et arbre généalogique. Donc là, moi, j'avais 22 ans et j'ai dit, non, 23 ans, je vais partir, je vais aller voir autre chose. Et j'avais très envie d'aller à New York, et où j'étais déjà allée, mais pour le plaisir, où j'avais passé un mois, un été. Et du coup, je me suis fait embaucher au Crédit Lyonnais. Fusion-acquisition. Fusion-acquisition, c'était un stage de longue durée, et qui au départ devait durer 1 an, mais moi, ça a duré pratiquement 2 ans et demi, 3 ans. C'est long comme stage, 3 ans. Oui, c'est long. Mais bon, c'était prévu comme ça, mais voilà. Puis après, ils voulaient me renvoyer en France, mais moi, je voulais rester. Et donc voilà. Vous êtes travaillé dans la mode aussi? Oui, à New alors York. après, comme le Crédit Lyonnais voulait me renvoyer à Paris et que moi, je voulais rester à New York, j'avais rencontré mon futur mari là-bas. Et du coup, j'ai travaillé en freelance dans la mode. J'ai fait du théâtre.
J'ai même pensé à un moment que j'allais devenir actrice, mais bon, non, je me suis rendu compte que je n'étais pas la future Isabelle Adjani. Mais l'avantage, c'est que ça m'a appris à très très bien parler anglais. Allez, c'est au tour à présent aux étudiants qui sont là et étudiantes de vous poser des questions en direct, sans filtre. Vous verrez, ils ont tous des parcours différents, mais ils ont en commun d'être engagés. Ils ont fait la plupart du temps leur service civique ou du bénévolat. D'ailleurs, on remercie, comme chaque mois, l'Institut de l'engagement qui nous met en relation. Vous avez échangé avec eux sur leur sujet de préoccupation, leur centre d'intérêt. Première question à présent de Noé. Bonjour Noé. Bonjour madame, donc je m'appelle Noé, j'ai fait 2 années de classe préparatoire. Aujourd'hui je suis étudiant en école de commerce à Bordeaux. De votre côté, vous avez eu un parcours prestigieux, vous êtes allé aussi dans une grande école de commerce. Quelles leçons vous avez apprises en école de commerce et que vous appliquez encore aujourd'hui dans votre rôle de présidente de conseil d'administration d'une très grande entreprise comme Sodexo? Moi, je me rappelle de ce qui m'a le plus marqué aussi, c'est quand j'étais dans mon école, c'était les activités auxquelles je participais. Le ch'ti, dans le Nord, c'était un guide qui était fait par l'école. Et c'était une mini-entreprise. Donc, je faisais partie de ce petit comité de direction, ou la petite équipe qui gérait le STI. On avait 60 étudiants qui bossaient, qui faisaient des articles, on allait visiter les restaurants, référencer les... Et donc, je pense que c'est cette expérience-là du collectif qui, à mon avis, après, m'a le plus servi dans ma carrière. Les questions de Maël à présent. Bonjour, ma question est la suivante. Est-ce que, à notre âge, vous vous projetiez comme une grande chef d'entreprise comme Sodexo? D'abord, j'ai pas souhaité rentrer chez Sodexo. C'eût été la facilité. Ouais. Mon père m'a dit viens, mais moi j'ai dit non, je vais aller voir ailleurs. Et il n'était pas très content d'ailleurs, mais bon, c'était comme ça. Et après, quand j'ai décidé de rentrer, donc. Pourquoi d'ailleurs? Parce qu'en fait, je suis restée aux États-Unis pendant 8 ans et je suis revenue dans les années 91. J'avais eu 2 petites filles là-bas. Et là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je bosse dans la finance? Est-ce que je bosse dans la mode? Est-ce que je bosse dans la production? Est-ce que je vais chez Sodexo? Toutes les options ont été ouvertes. Et je me suis dit, bon, il est peut-être temps d'essayer Sodexo. Et donc, je suis rentrée chez Sodexo en 94. Mon père, il m'a un peu fait attendre. Bon, il faut dire que j'ai eu un bébé encore en 92, donc 90, 91, 92, j'étais quand même bien occupée. Mais quand je lui ai dit, maintenant j'ai envie d'aller chez Sodexo, il m'a pas donné un job tout de suite, il m'a fait un peu attendre. Et c'est un peu la vengeance. Et en fait, quand je suis rentrée, je me suis dit, si ça me plaît, évidemment, je vais rester. Mais si ça me plaît pas, c'est pas grave, je ferai autre chose. Et voilà, et donc je suis rentrée en 94 et puis presque plus de 30 ans plus tard, j'y suis toujours. Les questions de Mohamed à présent. Moi, j'ai une question à vous poser. Comment on se sent légitime d'être leader? Parce que j'essaie un peu de prévoir les gens ce qu'ils peuvent dire, mais on peut très bien entendre du genre c'est la famille, etc. Comment en fait on peut montrer aux gens que vous êtes légitime d'être à ce poste? Quand je suis rentrée dans l'entreprise, j'ai démarré très bas. J'ai monté les échelons progressivement. À partir du moment où tu rentres dans une entreprise, tu as un patron. Si tu es bon, tu vas progresser, tu vas monter. Si tu n'es pas bon, tu vas stagner ou même tu vas partir. Donc moi, quand je suis rentrée chez Sodexo, je suis rentrée avec cet état d'esprit. C'est comme ça qu'on m'avait élevée. Et du coup, je l'ai bien vécu. Même si parfois mon père était très dur avec moi, même plus dur qu'avec certains autres collaborateurs. Mais je pense qu'il faisait ça pour notre bien. Pourriez-vous nous raconter une anecdote concernant un obstacle que vous avez dû faire face au cours de votre parcours et comment vous avez y remédié à ça? Un obstacle que vous avez franchi. Nous, un des pires moments de Sodexo, ça a été la crise du Covid. La crise du Covid, ça voulait dire que dans les entreprises, elles étaient fermées. Les écoles, elles étaient fermées, puis d'un coup on nous dit les écoles vont réouvrir, donc il fallait remobiliser tout le monde. Les hôpitaux, il y avait des malades, mais ils mangeaient pas, les malades du Covid. Nos équipes qui devaient aller travailler dans les hôpitaux, ils avaient peur, ils savaient pas s'ils allaient pas être contaminés. Donc, et notre activité, elle a été
Ça a été la pire crise du groupe en 60 ans. Et en fait, on a perdu en 2 mois un tiers de notre chiffre d'affaires. Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là ? Moi, je n'étais pas directrice générale, mais on était très, très souvent, on avait des très longues journées en Teams pour décider. On a remis le pouvoir sur le terrain, parce que nos équipes, un responsable de site dans un hôpital, un responsable de site dans un restaurant, dans une entreprise comme celle-là, soit l'entreprise, elle était ouverte, soit l'entreprise, elle était fermée. Donc, c'est eux qui ont su ce qu'il fallait faire. Et en fait, c'était le bon choix. Et on n'avait jamais vécu une crise comme ça, aussi forte. Mais en fait, c'était de faire confiance aux équipes qui étaient le plus proches du terrain, le plus proches de nos clients, de nos consommateurs, de ces nouveaux besoins et de tous ces changements. Et c'est eux qui ont permis cette adaptation. Je m'appelle Baptiste G et avec Mathieu, mon associé, nous avons lancé notre start-up de vêtements durables pour bébés. Bravo. On commence à avoir une petite équipe de stagiaires et je voulais savoir, est-ce que vous avez fait des erreurs majeures de management et quelles leçons vous avez pu en tirer, bien sûr si tant est que vous ayez fait des erreurs. Je pense que ce qui est le plus dur dans le management, enfin moi ce que je trouve le plus dur, c'est de mettre la bonne personne au bon endroit. Et parce que chacun a quelque chose à apporter. Mais par contre, il faut détecter le potentiel, les forces d'un collaborateur, d'une collaboratrice et les mettre au bon endroit. Et les erreurs que j'ai peut-être faites, c'est que parfois, s'il y avait quelqu'un qui n'était pas au bon endroit, c'est parfois peut-être d'avoir laissé cette personne trop longtemps dans un rôle qui ne convenait pas. Et du coup, c'est pas bon. C'est pas bon pour la personne, c'est pas bon pour l'équipe et c'est pas bon pour l'entreprise. Voilà, c'est peut-être l'erreur que j'ai faite. Donc, il faut être attentionné à ces équipes et il faut les écouter, il faut les observer, il faut voir ce qui marche pas. Et c'est pas parce que quelqu'un ne performe pas dans un rôle que la personne doit nécessairement quitter l'entreprise. Il y a peut-être autre chose où elle sera beaucoup plus à l'aise et où elle apportera beaucoup plus. Et c'est ça qu'il faut arriver à trouver. Bonjour, alors je suis étudiante en licence de lettres modernes et j'aurais aimé savoir quel est le meilleur conseil que vous avez pu recevoir de la part de votre père et que vous pourriez aujourd'hui transmettre à des étudiants comme nous ou des jeunes qui peuvent aussi être en début de carrière professionnelle. C'était quelqu'un qui n'était pas conventionnel, qui s'intéressait. On est dans un métier de service avec, comme je l'ai dit, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes qui s'occupent de millions, de dizaines de millions de personnes tous les jours. Il était très intéressé par les femmes et les hommes. Et il était aussi à l'aise avec un ministre ou un grand chef d'entreprise que le plongeur ou le serveur dans un de nos restaurants. Et en fait, ça a été aussi une grande leçon de s'intéresser aux femmes et aux hommes et d'aller détecter le potentiel de chacun pour justement faire grandir. D'ailleurs, il a écrit un livre qui s'appelle « Servir et faire grandir ». Et je pense que ça, c'est quelque chose qui m'a inculqué, qui nous a inculqué aussi à mes frères et sœurs et qu'il a aussi mis comme un mode de fonctionnement dans l'entreprise. Il vous a aussi élevé dans l'idée que rien n'était impossible. Ça, c'est pas un enseignement qu'on peut transmettre ? Ah bah oui. Sauf si je me trompe. Hein, non, mais c'est vrai, rien n'était impossible. Oui, rien n'était impossible. Lui, quand il a démarré de rien, il n'imaginait pas du tout. Il a vraiment démarré de rien ? Oui, il a démarré de rien. Il a démarré, son père, il a démarré à Marseille, et son père faisait du ravitaillement maritime. Et en fait, le ravitaillement maritime, il sentait que c'était pas un marché, c'était un marché qui allait baisser, et donc il s'est dit non mais moi, il faut que je trouve autre chose. Et au départ, d'ailleurs, il a voulu créer son entreprise et l'appelait Bellon. Et son père lui a dit non, parce que si tu te plantes, Bellon, ça va mettre le trouble sur le nom. Enfin, ça va être la honte de la famille. Donc, trouve un autre nom, mais n'appelle pas ton entreprise Bellon. Et c'est vrai que de démarrer de rien et se dire qu'aujourd'hui, on est le 2e acteur mondial dans notre secteur d'activité,
bah oui, rien n'est impossible. Donc, je suis Emma, je suis étudiante en dernière année de pharmacie industrielle et je voulais savoir, selon vous, quels seraient les axes encore à développer pour permettre aux femmes d'accéder à des postes à responsabilité, justement. Moi, je me rappelle, quand je suis devenue directrice générale de Sodexo Entreprises en France, donc c'était une business unit de la France, un de nos segments. À l'époque, il n'y avait pas de femmes directrices générales d'un business comme celui-là. Et donc, il y avait beaucoup de femmes qui étaient des employés de service qui venaient me voir quand on faisait des cérémonies pour célébrer que les personnes étaient là depuis 10 ans, depuis 20 ans, ou de formation qualifiante. Elles venaient me voir et me disaient « Oh, c'est tellement formidable !» Alors, moi, je me dis « Ah bon, super, mais qu'est-ce qui est formidable ?» Alors, je pensais qu'elles allaient me dire « Oh, de vous rencontrer, vous êtes la fille de Pierre Bellon. » Non, ce qu'elles trouvaient formidable, c'est que j'étais une femme. Alors, je dis « Ah bon, super !» Et là, j'ai vraiment pris conscience. Et je leur ai dit, mais pourquoi c'est formidable? Elle me dit, mais parce qu'on se rend compte que c'est possible. Et donc là, on se rend compte que c'est vrai qu'en tant que femme, et à l'époque, je n'étais pas présidente de Sodexo, j'étais directrice générale d'une business unit. Et donc, je me suis rendu compte que c'était important parce que pour ces femmes, ça voulait dire que c'était possible. Et si elles n'avaient pas un modèle ou quelqu'un qui l'avait déjà fait, elles se disaient peut-être, c'est pas possible. Et d'ailleurs, pour finir aussi, comme exemple, quand je suis arrivée dans cette activité-là, le premier jour, on était dans une salle de réunion, et puis voilà, je suis rentrée, j'avais mon prédécesseur qui était à côté de moi, je me suis mise là, c'était juste pour faire connaissance, donc je n'avais rien à faire. Et quand je suis rentrée dans cette salle, il y avait une table, et puis il y avait une vingtaine de personnes autour de la table, que des hommes. Et là, alors, moi, je n'ai même pas réfléchi, mais j'ai mon cœur qui s'est mis à battre très, très, très vite, je suis devenue toute rouge, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Il n'y avait que des hommes. Et puis en plus, je me suis dit, mais je vais devenir leur patronne, mais ça va être terrible. Puis je me suis dit, bon, on se calme. De toute façon, tu n'as rien à faire. Tu t'assieds, t'écoutes, tu regardes. Puis bon, ça s'est très bien passé. Mais après, je me suis quand même dit, bon, ça a duré 2 jours, la réunion. Puis au déjeuner, je disais, ah, mais quand même, c'est amusant. Il y a une douzaine de directeurs régionaux. Mais pourquoi il n'y a pas de femmes dans ces rôles? Et il me dit, ah non, c'est pas un rôle pour les femmes. Non. Si, si. Il a pris la porte directe, celui-là. Non, pas du tout. J'ai continué, je dis, ah bon, mais pourquoi c'est pas un rôle pour les femmes? Mais parce que le soir, on rentre pas à la maison. Ah bon? Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites alors? Alors, pour le directeur régional de la région, un des directeurs régionaux de la région parisienne. Alors, je dis, ah oui, mais on rentre très tard. Ok. Et puis celui qui était à Bordeaux, alors je dis, et vous? Ah oui, mais moi, si je dois aller voir un client à Toulouse, je ne rentre pas à la maison. Ok. J'ai dit, mais vous savez, moi, aujourd'hui, je suis dans un job, j'étais dans un job sur la fidélisation des clients au niveau du groupe. Et là où on était les meilleurs en fidélisation, c'était aux États-Unis. Donc régulièrement, j'allais visiter notre filiale américaine pour passer du temps avec les Américains, pour comprendre qu'est-ce qu'ils faisaient de bien. Donc je leur ai dit, mais vous savez, moi, je suis dans un job aujourd'hui et le soir, je ne suis pas à la maison. Quand je dois voyager, j'ai une responsabilité qui fait que je dois voyager, ce que j'adorais d'ailleurs. Et alors là, ils ne disaient plus rien. Et donc, pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'effectivement, tout est possible, qui que vous soyez. Donc voilà, donc en fait, les conseils, c'est d'avoir des rôles modèles, c'est de former les gens. Ça a été qui votre rôle modèle à vous? Moi, j'étais quand même un peu influencée par mon père. Oui, mais en tant que femme. Oui, en tant que femme. Oui, en tant que femme, j'apprécie beaucoup Christine Lagarde. Ah, c'est sûr. Et non, mais vous voyez, j'aime aussi des femmes comme Mère Teresa ou comme Sœur Emmanuelle. C'est le fait que une femme soit arrivée à vivre ses convictions et même dans un environnement masculin. Et c'est rien contre les hommes, parce que de toute façon, on ne veut pas que des femmes, il faut les deux, il faut un équilibre. C'est la mixité qui fait qu'on va être performant. Quentin Herter-Collignon, je suis doctorant en droit et économie de la gouvernance des données à Paris-Dauphine PSL. Le contexte actuel, contexte géopolitique, nous rappelle que des crises peuvent survenir, qu'on ne peut pas les anticiper, et que ces crises génèrent des aléas importants, notamment sur l'inflation. Lorsque l'on sert 80 millions de repas chaque jour, comment est-ce que l'on peut concilier
ce prix aléatoire des denrées alimentaires, avec la quête permanente de votre groupe de garantir la qualité des produits et de ses services. Nous, toutes les denrées ou les services qu'on achète, ça représente 40% à peu près de notre chiffre d'affaires. Un autre poids très important, c'est la masse salariale, mais donc 40% du chiffre d'affaires, c'est très important. Aujourd'hui, on s'appuie sur nos équipes achats, évidemment. On essaie d'être très en anticipation, et quand il y a des ruptures de produits ou quand il y a des augmentations vraiment trop fortes, on change les produits. Et en fait, aujourd'hui, on s'appuie aussi sur, je ne sais pas s'il y aura une question sur le sujet ou pas, mais sur de l'intelligence artificielle. Avant, pour changer un produit dans un menu, ça pouvait prendre 15 heures à un responsable de site. Aujourd'hui, ça prend 1 ou 2 heures. Donc, en fait, on va adapter nos produits et le sourcing de nos produits à ce qui est compatible pour justement garder la qualité. Comment voyez-vous l'avenir avec l'intelligence artificielle pour votre groupe, justement, dans cette dimension ? Moi, je le vois comme une opportunité. On dit, ah bah oui, l'intelligence artificielle, ça va être arrêter le chômage, des jobs qui vont ne plus exister. Nous, on est dans un métier de service. Un métier de service, c'est s'occuper des gens, être attentionné. Et d'abord, je dis, un smiley ne va jamais remplacer un vrai sourire. Là, je vous vois, je vous regarde dans les yeux, vous me souriez, ça me fait plaisir. Et donc ça, c'est déjà très important. Et je pense que l'intelligence artificielle dans nos métiers, ça va remplacer des tâches qui sont répétitives. Là, je vous ai donné tout à l'heure l'exemple de changer un produit dans un menu, d'adapter le menu. C'est pas très intéressant de passer 15 heures à adapter le menu. Et donc, c'est beaucoup mieux de le faire en 1 heure ou 2. Et puis après, que notre responsable de site, il aille passer du temps dans le restaurant, il aille discuter avec ses consommateurs, il demande si telle recette et justement avec tel nouveau produit, ça leur plaît, qu'est-ce qu'ils pourraient changer. Et voilà. Et je pense que dans les métiers de service, ça va être une opportunité de faire mieux, d'être plus en adéquation avec ce qu'attendent nos clients et nos consommateurs, et aussi du coup de continuer à se développer et d'améliorer la qualité de ce qu'on fait. Allez, on continue avec une série de questions, oui ou non. Vous répondez par oui ou par non, et puis vous expliquez un petit peu évidemment les raisons de cette réponse. Oui ou non, vous êtes une dirigeante discrète. Oui. Vous ne cherchez pas la lumière, vous ne cherchez pas... Oui, mais en fait, quand même, quand je suis devenue présidente de Sodexo il y a 10 ans, tout d'un coup, c'était comme si j'étais devenue une personne, mais complètement différente. Je comprenais tout le monde, les journalistes voulaient m'interviewer. Surtout que quand on avait annoncé que j'allais devenir présidente, il y avait déjà eu une campagne. Je me rappelle, à un moment, j'étais aux États-Unis et tout le monde voulait me parler, voulait pas parler. Je dis, mais j'ai rien fait là. Donc, non. Oui ou non, ça ne vous gêne pas de dire à vos collaborateurs, je ne sais pas? Ah non, ça ne me gêne pas du tout. Ça ne me gêne pas du tout parce que, et d'ailleurs, quand je suis arrivée dans mon premier job opérationnel et je leur ai dit, écoutez, voilà, moi, il y a plein de choses que je ne sais pas parce que je n'ai pas eu votre expérience. Par contre, j'ai vu d'autres choses. J'ai vu de l'international chez Sodexo, j'ai travaillé sur tel sujet, sur la rétention, sur l'engagement. Et du coup, c'est parce qu'on est différents qu'on va faire mieux ensemble. Oui ou non, vous mangez à la cantine chez Sodexo? Oui, bien bon, sûr. Pas tous les jours. Non, dans le restaurant d'entreprise? Oui. En fait, le problème, c'est que c'est pas bien, j'ai pas trop le temps de manger, donc on m'amène un plateau et souvent je fais des réunions avec des collaborateurs dans mon bureau. Mais quand j'y vais, je suis très contente. Oui ou non, on peut rester optimiste quand on voit le monde tel qu'il est aujourd'hui? Oui, on peut rester optimiste. On peut aussi ne pas l'être. On peut rester optimiste, et puis on peut rester optimiste aussi quand on est un jeune Français, quand on est un jeune Européen. Parce que je pense que même si c'est compliqué... Ah oui, c'est compliqué, l'ascenseur social ne fonctionne pas bien, il y a du chômage des jeunes à, je sais pas, à 16%. C'est compliqué, mais je pense... L'IA qui va prendre le job des jeunes, on voit ça aux États-Unis parfois. Oui, mais je pense qu'en France,
il faut faire attention à la réglementation, il faut faire attention à la réglementation de l'Europe, mais bon, quand on voit les États-Unis, quand on voit la Chine, je pense que l'Europe et la France notamment, on a énormément d'atouts. Et par rapport, voilà, et notamment sur l'éthique, sur les engagements, et je trouve que les jeunes aussi sont tellement engagés. Moi, j'admire. Je pense qu'au même âge, là, quand vous m'avez vu sur la photo, je ne pensais pas du tout à tous les sujets auxquels vous pensez aujourd'hui. J'étais beaucoup plus naïve et moins, voilà, moins préoccupée Le monde était par. aussi peut-être un peu plus léger à l'époque. Peut-être. Justement, Sophie Bellon, on va passer à la question inversée. C'est vous désormais qui posez une question à nos amis étudiants qui répondront dans la foulée. Bah oui, alors moi, ma question, c'était si vous deviez choisir un critère, et par rapport, là, vous allez bientôt ou à un moment terminer vos études, quel serait le critère que vous choisiriez, mais pas à 36, un chacun, parce que quel serait le critère que vous choisiriez pour votre premier emploi? Moi, c'est la mobilité. Ah oui. Je veux être mobile. Enfin, je veux rentrer dans une entreprise qui va directement me laisser l'opportunité d'être mobile. Et je sais que c'est compliqué. En France, à l'international? À l'international. Mais je sais que c'est compliqué. Enfin, je discute avec pas mal d'entreprises et j'ai l'impression qu'il faut être senior quand même la plupart du temps. Pas tous, mais j'ai entendu de nombreuses fois ce cas-là. Donc, non, donc en fait, ça. je pense que vous savez, dans les quand c'est important pour vous, il faut dire les choses. Moi, je dis à tous nos collaborateurs et pas que les jeunes, je dis, mais si vous voulez vraiment quelque chose, dites-le, parce qu'on ne peut pas le deviner. Par exemple, notre patronne de la Chine, aujourd'hui, c'est une Française. Et après le Covid, je peux vous dire, pas beaucoup de monde, c'était quand même assez dur, les conditions de confinement en Chine. Pas beaucoup de monde voulait aller en Chine. Et cette collaboratrice, elle, son rêve, c'était d'aller en Chine. J'ai dit, ok, on y va. Et donc, voilà. Et donc, en fait, il faut dire les choses. Donc, si vous, c'est de la mobilité. Alors après, oui, il y a peut-être, si vous êtes dans une entreprise que française, vous allez avoir de la mobilité en France. Mais il faut vous orienter vers une entreprise internationale où ils vont vous dire, oui, nous, ça nous intéresse. Et comme ça, vous allez maximiser vos chances d'aller à l'international. Ça rejoint un petit peu Mohamed. Je dirais c'est la flexibilité. Mais du coup, au sein d'une entreprise, ça nous permet de montrer notre motivation, de montrer nos envies et nos compétences et de ne pas être tout de suite mise dans une case trop stricte parce qu'on ne peut pas montrer tout ce qu'on peut faire. C'est très bien. Et moi, je veux faire un peu la pub pour les grandes entreprises, même si c'est super de monter une start-up aussi ou de travailler dans une plus petite entreprise. Mais je pense que dans une grande entreprise, si vous avez cette flexibilité, si vous êtes ouverte à apprendre des nouvelles choses, vous pouvez rester pendant 20 ans, pendant 30 ans en faisant des choses tellement différentes que vous avez finalement l'impression de changer d'entreprise. Et donc, super. Allez, merci à vous. Merci Sophie Bellon pour cette masterclass. Ça vous a plu? Oui, ça a passé très très vite. Ça vous a plu aussi? Bon, je pense qu'on peut la remercier. Merci à vous. Merci à vous. Voilà, masterclass est fini pour aujourd'hui. Ça continue sur les réseaux sociaux. D'autres questions vous seront posées, Sophie Bellon, dans quelques instants par d'autres étudiants. Émission enregistrée depuis la Maison Sanofi à Paris. Masterclass, c'est aussi du replay sur publicsana.fr. À très vite. Merci encore une fois, merci beaucoup. Masterclass avec BDL Club Invest. Profitez d'experts qui accompagnent les plus grands investisseurs depuis plus de 20 ans avec les mêmes produits, la même rigueur et les mêmes performances. Vous aussi, vous pouvez rejoindre le club dès maintenant. BDL Club Invest. Voyez plus grand pour votre argent.